IDFM 98 de la bande FM, IDFM 98.fr sur la planète Terre. Un au-delà du miroir ce soir avec Bernard Baudouin. Il est écrivain, il travaille depuis de nombreuses années sur les mouvements de pensée. Il a écrit de nombreux articles et ouvrages concernant la spiritualité et les religions. Il est également l'auteur de Pour ne plus avoir peur de la mort aux éditions Ramsay, La mort dévoilée aux éditions de Vecchi, Les êtres de lumière aux éditions de Vecchi, La vie au-delà de la mort chez Trajectoire, La transmigration des âmes chez Trajectoire et chez Grancher, là, Lémi, expérience de mort imminente, connexion avec une autre dimension de l'existence. Bonsoir Bernard Baudouin, merci d'être en direct dans les studios de Radio Anguin. Bonsoir. Alors 120 livres vous avez écrits, je me dis, c'est beaucoup. Bah oui, mais il y a plein de choses à dire. Pas que sur la mort, hein. Oui, tout à fait, exactement. Oui, tout à fait. Non, mais toujours dans l'esprit d'essayer d'amener les gens à mieux comprendre dans quel monde ils vivent, quoi. Je veux dire, à la fois au niveau des traditions, à la fois dans la manière d'être peut-être mieux dans sa vie de tous les jours, et puis de comprendre aussi cet univers dans lequel on est, quoi. Alors, une des premières questions que vous posez dans votre livre, c'est que s'il faudrait se poser cette question, n'oubliez jamais d'où vous venez. Est-ce que vous avez la réponse d'où on vient ? Oui, j'ai une partie de la réponse. Je veux dire, la réponse classique, c'est effectivement pour tout être humain de la conception même de l'être humain. Maintenant, on sait aujourd'hui que ça n'est pas que ça, et que d'où on vient. Pour bien le comprendre, il faut réaliser ce que l'on est véritablement. Et souvent, on a une perception de soi qui est parcellaire seulement. Alors, c'est un livre sur les expériences de mort imminente. Vous dites que la matière est constituée de vide. Enfin, c'est pas vous qui le dites, hein, c'est tout ce qui est physique quantique, et que l'humain est une entité vibratoire dont la dimension corporelle n'est qu'un aspect, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, recevant et émettant en permanence toutes sortes de flux d'énergie. Donc on émet et on reçoit sans arrêt ? Oui, tout à fait. On est des émetteurs et récepteurs de vibrations, tout simplement parce que nous ne sommes que de l'énergie. Il faut bien savoir que on sait aujourd'hui de quoi est constituée la matière, donc de quoi est constitué aussi notre corps, à savoir d'atomes, hein, tout simplement, et on sait que tout ça, ce ne sont que des vibrations. Donc tout l'univers est un grand assemblage de vibrations, et donc du coup on passe notre temps à entrer en vibration avec les choses, en vibration avec les individus, en vibration avec les choses, et tous les rapports que l'on a dans une perception immédiate de ce qui nous entoure, c'est des flux de vibrations et c'est des fréquences. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait une retraite et qu'on est seul dans le désert, alors ? Si on n'a plus les vibrations des autres, comment ça peut se passer ? Je ne suis pas certain qu'on n'ait plus les vibrations des autres, parce que c'est pas aussi simple que ça. Je veux dire, c'est pas parce que on est loin des autres qu'on ne peut pas être en connexion avec les autres. Et c'est ce que disaient les anciens depuis très longtemps, depuis des milliers d'années. Et c'est ce que dit maintenant la physique quantique. C'est que, par exemple, on sait que la pensée va à la vitesse de la lumière. On sait que effectivement, on peut être connecté à quelqu'un qui est à 800, 1000 ou 2000 kilomètres instantanément. Ça n'est que, on est toujours dans une histoire de fréquence, de vibration et de communication intime et intense. Alors si on est en vibration, puisque là c'est un livre sur l'expérience de mort imminente, on rappelle qu'une mort imminente, ce n'est pas une mort, une véritable mort. Elle était imminente, mais elle n'était pas là. Donc, en ce qui concerne les défunts, c'est-à-dire ceux qui seraient vraiment passés de l'autre côté, est-ce qu'ils émettent aussi encore des vibrations ? Bien sûr. Bah oui, de toute façon, toute âme n'est que. Je veux dire, il faut bien savoir ça. Si vous voulez, la difficulté qu'on a aujourd'hui à comprendre ces phénomènes, c'est qu'on est très attaché aux conceptions qu'on nous a appris. Je veux dire, ce qu'on a appris à l'école sur ce qu'est notre monde, sur ce que nous sommes nous, sur notre mode de fonctionnement, sur le mode de fonctionnement de notre corps, sur nos perceptions. Or, on sait aujourd'hui que nos perceptions c'est la science qui nous le dit, hein, c'est ce que les anciens disaient aussi, hein, mais on sait aujourd'hui que nos 5 sens sont très limités,
Vous avez un chien, il va entendre les ultrasons, vous les entendez pas. Vous avez un chat, il va voir très loin, vous qui va voir la nuit, vous pouvez pas. Un chien a une truffe qui est beaucoup plus sensible que votre odorat à vous-même. Donc on a longtemps pensé que notre monde se limitait à ce que l'on percevait immédiatement, ce que l'on voyait. Vous savez, moi je donne souvent l'exemple dans la perception qu'on peut avoir du monde. Je dis aux gens, mettez-vous dans une pièce et face à une fenêtre. Et vous vous mettez dans le mur en face, de l'autre côté, et vous voyez, quand vous pensez au monde, vous le voyez dans l'espace de la fenêtre. Ça, c'est la perception que l'on a. Et maintenant, si vous allez à la fenêtre et que vous ouvrez, vous voyez que l'univers, c'est ça. Et aujourd'hui, la prise de conscience qu'il y a au niveau grâce effectivement à ce qu'on a découvert sur l'expérience de mort imminente, notamment, mais aussi avec la physique quantique, c'est que l'univers est beaucoup plus grand, beaucoup plus intense, et aussi, surtout, que notre trajectoire, notre vie à nous, elle est beaucoup plus importante et on n'en perçoit qu'une toute petite partie. C'est pour ça que quand vous parliez de mort, la mort imminente, c'est même une mauvaise expression, en fait, si vous voulez, parce que il s'agit pas d'une mort, il s'agit simplement d'un état, d'un changement d'état. Et la différence, c'est ça. C'est-à-dire que les défunts dont vous parlez, ceux qui ne reviennent pas, ceux qui n'ont pas connu de mort imminente, mais qui effectivement dont l'expérience physique s'est arrêtée, il y a une partie, je veux dire, ils étaient quelque chose qui était de l'énergie avant, et ils restent de l'énergie. Simplement, ils ont plus cette formulation physique qu'il y avait en plus. Simplement, ils sont plus là. Alors, c'est intéressant parce que là, vous reparlez dans votre livre du mythe d'Air, 12 jours. Enfin, c'est sous Platon, donc tout du moins 12 jours. Il est resté mort 12 jours, et au moment de l'incinération, il se réveille. Et ça, le mythe d'Air, on le connaît un peu. Et il y a le mythe de Timarque aussi, dont vous parlez de Plutarque, qui semble très très ancien. Et puis on n'a pas trop de choses entre les deux, entre ce temps très ancien et le temps de maintenant. On n'a pas vraiment beaucoup d'écrits là-dessus. Oui, on n'a pas beaucoup d'écrits là-dessus parce qu'en fait, il y a eu des temps d'arrêt, si vous voulez, dans la perception et dans la conception de notre monde. Et puis il y a eu aussi la naissance des premières approches, des premières recherches, en fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les anciens avaient une capacité à visualiser, une capacité à percevoir les choses. Platon, par exemple, effectivement, a été en contact avec des choses très particulières, très précises. Et les anciens, les Grecs, certains Romains aussi, ont été en contact avec des choses bien précises. Et ensuite, on est entré dans un univers qui était un univers qui s'est développé dans la matérialité, en fait. C'est-à-dire que à partir de la Renaissance, même si dans les dessins de Léonard de Vinci, on avait déjà plein de choses, à partir de la Renaissance, on est entré dans quelque chose qui était beaucoup plus axé sur la matérialité. Donc, il y a eu immensément de découvertes. Il y avait toujours en parallèle des gens qui cherchaient et qui s'interrogeaient sur la réalité de la vie, sur ce qu'il pouvait y avoir. Vous savez, ça a commencé, les interrogations sur la mort, ça n'a pas commencé avec les Grecs dont on parle. Ça a commencé avec les tout premiers hominidés dans leurs cavernes, le jour où ils ont arrêté de laisser les cadavres de leurs proches être mangés par les animaux sauvages, et où simplement ils les ont enterrés et ils ont mis à côté un petit bol ou un petit truc pour l'accompagner de l'autre côté. À partir de là, on a commencé à considérer qu'éventuellement il pouvait y avoir quelque chose. Et donc du coup, après, donc on revient à l'histoire de la Renaissance et tout ça. Il y a eu la science qui a poussé, qui a énormément poussé dans les embryons de la science. Hein. Et puis il y a eu à un moment donné un personnage qui était très important, qui était Descartes. Et à partir de Descartes, effectivement, on a eu l'émergence de la dualité, et effectivement le fait qu'il y avait d'un côté le corps et d'un autre côté l'esprit. Et là, on a commencé à rechercher à nouveau des choses qui pouvaient être uniquement de l'ordre de l'esprit et plus uniquement de l'ordre de la matière. Alors comment expliquer qu'il y a eu ce grand trou sans information et que depuis c'est revenu, il y a eu le spiritisme déjà qui est un peu l'ancêtre de ce qu'on vit maintenant. Et moi je me rappelle d'une émission qu'on a fait avec Alexis
Ambre, qui a été déclarée morte pendant 12 heures, qui était prête, elle était déclarée morte, elle était prête à mettre dans la chambre froide quand finalement elle est revenue à la vie. Donc c'est un peu le mythe, c'est pas 12 jours mais 12 heures, c'est pas mal. Donc on peut se poser la question quand même sur ce corps qui meurt pendant 12 heures. En plus, ils pensaient qu'il y aurait des séquelles, qu'elle aurait le cerveau qui serait... Non, il n'y a aucune séquelle. Oui, tout à fait. Donc comment se fait-il qu'à notre époque, là on est en 2017, il y a une telle montée de... Il y a tellement de gens qui en ont vécu, déjà. On dit qu'il y a pas mal de gens qui en vivent. Ouais. Et pourquoi on vit ça maintenant alors qu'il y a eu un trou? À cause du matérialisme ou parce que finalement il faut qu'on comprenne autre chose? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu une grande résurgence, si vous voulez, déjà, notamment par exemple quand la franc-maçonnerie est a remis par exemple à sa manière dans l'ésotérisme, a repris les enseignements des anciens Égyptiens. Et il y avait déjà des connotations qui étaient déjà des connotations un petit peu par rapport à la mort, par rapport à la survie, par rapport à toutes ces choses-là. Et puis on a eu effectivement Allan Kardec qui a été le pape du spiritisme. Enfin, on a eu les sœurs aux États-Unis avec les premiers phénomènes, hein. Et puis à partir de là, bon, c'est rentré dans les salons. C'est devenu un amusement. On faisait tourner les guéridons. C'est l'époque où effectivement le tarot a repris son importance. Mais on appelait les morts aussi, donc. Voilà, tout à fait. Et il y avait effectivement des contacts, il y avait des choses. Et pour rejoindre ce que vous disiez par rapport à la personne qui a été déclarée pendant 12 heures, vous savez qu'il y a eu quand on a reformulé certains cimetières et qu'on a déplacé des choses, on a ouvert des cercueils et on a vu qu'à l'intérieur des cercueils il y avait des griffures sur le sommet du cercueil. Ça veut dire que les individus n'étaient pas morts en fait. C'est-à-dire qu'il y avait pu y avoir une cessation des fonctions. Ça risque plus de nous arriver maintenant. On nous prend tout. Voilà, on nous bouge tout. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui quand même, c'est que effectivement on a fait beaucoup de progrès au niveau de la conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que la science est venue étayer tout ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a ce retour à une conscience plus importante et un plus grand nombre de personnes qui sont portées vers cette quête-là, vers cette recherche-là? C'est que à un moment donné, tout cela s'était pris. À un moment donné, il y a eu aussi, on a oublié d'en parler, mais je veux dire, il y a eu l'éveil des religions. Les religions ont arrêté plein de choses. Je veux dire, les religions ont cadré aussi pas mal de choses. Elles ont enfermé pas mal de choses. Oui, mais ça n'a pas empêché que vous dites dans votre livre que ça peut faire aussi. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, ça ressemble énormément, ces expériences mystiques, à des NDE. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, du coup, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que on est arrivé à démontrer qu'effectivement, le corps, et ça, c'est la science qui nous a amené ça, en fait, hein, le corps était finalement quelque chose d'assez limité, en fait, et que notre conception de la matérialité, elle était particulière. Je vous donne un exemple. Vous savez, la science, quand on s'intéresse à la science, on se rend compte que au fil du temps, tous les 100 ou les 150 ans, la science revoit ses anciennes certitudes, ses anciennes croyances et toutes ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, au début du XXe siècle, on n'aurait jamais pensé, il était hors de question de faire voler quelque chose de plus lourd que l'air ou des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, il y a eu une époque fondamentale qui a été l'époque où Einstein a travaillé sur la relativité. Et là, effectivement, toute notre science est venue effectivement se caler sur ce fondamental-là, qui était effectivement la perception que tout était induit en dessous de la vitesse de la lumière. Il avait travaillé là-dessus, et à partir de là, on est tous partis là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est la notion qu'il avait à cette époque-là, c'est effectivement qu'on avait, par exemple, au niveau du temps, une succession entre le passé, le présent et le futur. C'était quelque chose, on avait démontré ça, schématiquement, il n'y avait pas de problème. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a commencé à travailler en physique quantique, en fait, moi j'ai eu le privilège de travailler avec le professeur Dutheil, qui avait écrit effectivement l'homme superlumineux et la médecine superlumineuse, et je veux dire, et puis de Broglie avant lui aussi, je veux dire, qui étaient des Français quand même, hein, je veux dire, qui étaient très en pointe. Et là, et finalement, quand on a commencé à travailler au-dessus de la vitesse de la lumière, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a découvert quoi? On a découvert que, tout simplement, que passé, présent et avenir, ça ne se succède pas. C'est que c'est parallèle et que c'est dans des dimensions différentes, simplement. Et là, on est entré dans une autre dimension.
parallèlement à ça, on a eu, au milieu des années 70, un monsieur qui a écrit un livre qui a été une révolution mondiale, qui s'appelait Raymond Moody, et qui était un docteur, et qui, lui, s'est intéressé parce qu'il avait vu des cas troublants, s'est intéressé à ces gens qui, effectivement, vivaient en état de mort apparente, soit suite à un accident, soit suite à un coma, soit suite à une chute, soit suite à une maladie, et semblait effectivement perdre la vie. Et qu'est-ce qu'il a remarqué ? Il a remarqué qu'effectivement, ces gens parlaient tous de la même chose. Alors il a exploré un peu les choses, et puis on a commencé à s'intéresser à ces travaux. On a vu que rien qu'aux États-Unis, il y avait des milliers de cas déjà. On a vu quoi ? On a vu que, alors on se disait c'est des gens qui ont entendu parler, qui ont reproduit et qui affabulent pour se rendre intéressants et tout ça. Mais on a vu aussi que ces phénomènes-là, ils existaient partout dans le monde. C'est-à-dire que quelque part, il y avait des gens sur tous les continents, à n'importe quel âge, parlant des langages qui n'étaient pas compatibles, ces gens qui ne pouvaient pas entrer en contact, et qui, eux, parlaient tous des mêmes phases. Je veux dire, les phases qu'on retrouve dans l'échelle qu'on connaît des différentes étapes des expériences de mort imminente. Et du coup, c'est devenu attester le fait que il y avait un phénomène, véritablement, qui se produisait, qui était involontaire, inconscient, et qui était à chaque fois la même chose. C'est-à-dire que la personne se trouvait dans un état très difficile au niveau physique. Elle était entourée souvent de personnes médicales qui venaient travailler autour d'elle, que ces personnes avaient l'impression de la perdre, et que à un moment donné, on arrivait à avoir la conscience que cette personne était quasiment morte. Seulement, la différence, c'est que au lieu que ça se passe normalement, comme dans la plupart des cas, la conscience de la personne en question était en fait en haut de la pièce, au plafond, était en train de regarder, était en train d'expliquer, et puis pouvait passer au travers des éléments, pouvait passer au travers des murs et toutes ces choses-là, et pouvait ensuite redescendre. Mais ça, c'est pour les gens qui ont été anesthésiés. Il y a plein de gens qui ont fait des expériences de mort imminente et qui n'ont pas eu besoin d'être anesthésiés. Ça peut se faire tout seul. Donc c'est assez étonnant. On va faire une première pause musicale. Et je vous donne la phrase qui est dans votre livre de Sainte Thérèse d'Avila, qui disait qu'elle quittait sa tunique de peau pour un habit de lumière. Il y a beaucoup de questions de lumière chez les mystiques, et vous dites c'est le Dieu des uns et la lumière des autres dans votre livre. On se retrouve tout de suite après. On garde cette blessure en nous, comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. IDFM 98 de la bande FM, France Gall, évidemment. 1987, on peut réécouter cette musique en se demandant vraiment ce qu'elle a voulu nous dire. Au fil des siècles, la définition de la mort a changé. Bernard Baudouin, maintenant, on parle de mort cérébrale, de mort physiologique. Vous parliez d'un sondage en 1982 aux États-Unis. En Amérique du Nord, il y avait quand même 8 millions de personnes qui avaient un peu vu la lumière. Ouais. Ça fait réfléchir, tout ça. Ça fait réfléchir, oui, parce que à l'échelle mondiale, on voit un peu ce que ça peut donner, quoi. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un phénomène qui est accessible à beaucoup de gens. Alors tout le monde ne vit pas, bien évidemment, une expérience de mort imminente. Tout le monde n'a pas. Et ça, c'est quand même encore une question. Pourquoi il y a des gens qui la vivent pas? Parce que est-ce que ce sont des privilégiés qui verront la lumière, parce qu'il y a des émis il y a des expériences qui sont aussi négatives. Ouais. Il y a des gens qui font des expériences négatives, il y en a qui font des expériences positives, et il y en a qui font rien du tout. Ça, c'est quand même aussi étonnant. Ça, il y a toujours un sens. Il y a toujours un sens, et là, on ne peut comprendre ce sens-là que si on élargit le prisme dans lequel on perçoit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la problématique quand on parle des expériences de mort imminente, c'est qu'on ne parle que de la mort. Or, ce phénomène-là, il s'inscrit dans quelque chose qui est au-delà de la mort telle qu'on la concevait traditionnellement. C'est-à-dire que très longtemps, pour l'homme, la mort était la fin. Était la fin, et ça l'est encore pour beaucoup de gens.
certains courants religieux aident les gens à avoir moins peur, à être moins terrifiés au moment de la mort, en leur promettant des choses, un certain nombre de choses dans les textes sacrés, toutes ces choses. Mais pour beaucoup de gens, effectivement, la mort, c'est quelque chose qui est la fin. Or, il se trouve que quand on élève, alors là, on entre dans une autre définition. Quand on élève effectivement les taux vibratoires, les fréquences vibratoires dans lesquelles on fonctionne, on parlait tout à l'heure d'émission et de réception de flux vibratoires, on se rend compte que en fait, notre existence à nous, elle est portée par notre corps, parce que là, on habite ce corps-là, mais ce que nous démontrent les expériences de mort imminente, ou ce que nous démontrent les gens qui sont les contacts que peuvent avoir certaines personnes avec des défunts, parce que ça, il se passe des choses quand même troublantes. Je veux dire, on peut très bien ne pas y croire, mais vous savez, c'est comme les histoires de voyance. Les histoires de voyance, on peut être très prudent, parce qu'il y a plein de gens qui font n'importe quoi. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous dit quelque chose et que ça se produit 3 semaines après, ça peut être particulier. Quand ça se produit 5 ou 10 fois ou 20 fois, ça peut être particulier. Quand c'est des milliers de fois de par le monde avec plein de gens, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Moi, je pose pas de jugement, je dis simplement, intéressons-nous à ça. Quand vous recevez, vous, des signes toute la journée, différents signes qui vont brusquement vous donner une intuition, vous permettre de faire quelque chose, vous permettre de rencontrer quelqu'un, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ouais, mais ça répond pas à ma question, parce que je vais essayer voilà, imaginez-vous que vous soyez passé dans la lumière, donc pour vous, il n'y a pas trop de problème, vous pensez que ça se repassera encore au moment du grand départ, mais que vous avez autour de vous tout un tas de gens qui font partie de ces gens pour qui il se passe rien. Alors, est-ce que ça se passe pas parce que ces gens ont été conditionnés pendant leur existence à se dire, non, après il y a plus rien, donc ou est-ce que c'est quand même une grande question, parce que pourquoi c'est donné à certains et pas à d'autres? Est-ce qu'on a le choix? C'est-à-dire, est-ce que c'est notre propre choix? Il y a une phrase dans votre livre qui était est-ce que nous inventons le monde en fonction de nos besoins? C'est-à-dire, est-ce qu'on va aussi inventer notre mort en fonction de nos besoins? C'est-à-dire que si on n'y croit pas, finalement, il n'y a pas de lumière. C'est une très très bonne question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, il y a pas de choses données. Et il y a pas de gens qui ont le droit d'avoir quelque chose et l'autre qui n'ont pas le droit d'avoir quelque chose. Toutes les individualités, toutes les entités, toutes les âmes ont une évolution spirituelle particulière. Et à partir de là, vous pouvez vivre des choses ou vous ne pouvez ne pas vivre des choses. Quand vous dites effectivement, ou quand j'écris effectivement qu'on a la possibilité de donner les choses, je replace ça dans un autre contexte. C'est-à-dire dans un contexte plus large, on peut se demander aussi, à partir du moment où on entrouvre la porte de cet au-delà dont parlent beaucoup de gens, à partir de ce moment-là, on peut se dire qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je veux dire, on voit dans les expériences de mort imminente le fameux tunnel et on arrive dans la lumière, oui, on arrive, voilà. Hein. Alors tout le monde ne vit pas toutes les expériences, Mais il y en a qui vivent rien du tout et ça c'est vraiment angoissant pour eux. Ceux qui ont vécu, on a l'impression qu'on les reverra jamais. Exactement, tout à fait. Mais ça c'est toujours en fonction de l'évolution personnelle et le niveau d'évolution personnelle. Effectivement, quand vous dites est-ce qu'on a un libre arbitre. Un libre arbitre, oui. Bien sûr qu'on a un libre arbitre, mais on a un libre arbitre à partir du moment où on replace ce qui se passe là, et éventuellement cet au-delà dans un autre concept, un contexte beaucoup plus large. Et à ce moment-là, on arrive dans effectivement la définition de qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que c'est que cet esprit, qu'est-ce que c'est que cette âme. Et là, brusquement, on entre dans un autre univers. Ben oui, parce que moi, ça me plaît pas ce que vous dites, ça me plaît pas ce que vous dites, c'est-à-dire que ça me plairait pas de savoir qu'il y a des âmes qui finalement, alors ça serait quoi cette lumière, ces gens qui vont vers la lumière, c'est pas l'âme, parce que pour moi, l'âme, elle a pas de début, pas de fin, ouais. Donc forcément, elle va vers la lumière. Donc ceux qui ne verraient pas la lumière, c'est quoi ce passage? Alors ils ont pas le passage. Non, mais l'histoire de ce que vous appelez le passage, c'est simplement le sas entre deux univers, si vous voulez. On est, nous, ici, dans un univers de matérialité, et puis il y a l'autre univers qui est ce que j'appellerais globalement un univers spirituel, si vous voulez. Et il y a une transition qui fait que, en fonction de leur évolution, les âmes vont pouvoir passer ou vont pas pouvoir passer, c'est le moment ou c'est pas le moment. De la même manière que certains vont continuer et d'autres vont revenir. On va dire, il va y avoir un bilan qui va être fait. C'est une des dernières étapes de l'expérience de mort imminente, où là, bon, il y a effectivement un bilan qui est fait et qui laisse entendre qu'effectivement, il y a encore des choses à faire. Dans la vie incarnée. Alors ceux qui ne voient rien, c'est que finalement c'est les meilleurs, ils ont plus rien à faire derrière. Eh ben écoutez, je ne sais pas. On se pose tous la question. Hein.
Alors, il ne suffit pas de penser que l'on va mourir pour déclencher une expérience de mort imminente. Ça, c'est bien de le rappeler. Bien évidemment, il y en a qui se sont amusés. Vous savez, il y a même les Américains qui ont fait un film là-dessus. J'ai même un intervenant qui a dépassé le mur de lumière. Il est allé jusqu'à là. Voilà, il a failli parvenir, mais à part ça. La problématique, c'est quel sens ça a. Je veux dire, toutes les expériences. Il faut bien comprendre une chose, c'est que toutes ces choses que l'on vit sont des expériences personnelles qui ont un sens, qui veulent dire quelque chose. Ça veut dire quoi? Il faut voir, et la meilleure preuve en est, c'est l'état dans lequel reviennent les gens. Comment leur vie est changée après. C'est-à-dire que toutes les gens qui ont vécu cette expérience-là, quel que soit leur âge, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit des personnes âgées, attestent toutes ces personnes attestent le fait qu'elles ont complètement changé, que ça a complètement changé leur vision de la vie et leur vision de la vie et de la mort, bien évidemment. Alors, c'est la première fois que j'entends parler de cette fameuse échelle d'évaluation clinique de Grayson, oui. Elle est à la page 51. Est-ce que vous pouvez la lire pour tout à fait. Ceux qui Alors nous ça, c'est un chercheur américain qui effectivement a travaillé sur des questionnaires. Il y avait tellement de cas qu'il a fallu un peu codifier les choses en fait. Et donc savoir, pour avoir une idée, pour voir comment on pouvait apprécier le mieux possible les gens et le meilleur moyen, ça a été effectivement de créer un questionnaire. Et ça, c'est une approche scientifique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à une époque, il y avait que les mystiques ou que entre guillemets les allumés un petit peu qui s'intéressaient à tout ça. Aujourd'hui, c'est des scientifiques, c'est des patentés. Ce sont des prix Nobel, ce sont des gens, je veux dire, des gens comme Ian Stevenson quand il travaille sur la réincarnation, il fait des recherches qui sont fondées, je veux dire, dans des laboratoires. Enfin, ça va très loin. Comme quand on travaille sur la méditation, on travaille avec des grands méditants qui ont 40 000 heures de méditation, avec des électrodes sur le cerveau et toutes ces choses. C'est pas des choses, c'est sorti complètement de l'intemporel ou du spiritisme dont vous parliez tout à l'heure, qui était encore quelque chose un petit peu évanescent, si vous voulez, qui était réservé à des, il y avait des scientifiques aussi et tout ça. Mais il y avait plein de scientifiques qui s'occupaient, ouais, tout à fait, mais c'était pas autant qu'aujourd'hui. Alors, l'échelle de Grayson, si vous voulez, alors c'est écoutez effectivement. bien, et pour ceux qui pensent avoir fait une NDE, écoutez, puis vous notez, vous mettez un bâton quand vous répondez oui à la question. En fait, il faut bien comprendre que pour évaluer de manière standard s'il y a une chronologie, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a des choses qui correspondent à ce qui est cognitif, c'est-à-dire l'accélération et la distorsion du temps. Il y a une composante qui est affective aussi, qui est effectivement le fait qu'on a une sensation de paix, de bien-être, de joie. Il y a une sensation qui est paranormale. C'est-à-dire les choses qu'on peut percevoir sans passer par les sens. Et puis il y a la perception de quelque chose qui serait un univers qui serait pas terrestre en fait. Donc on a créé, Grayson a créé avec d'autres une échelle pour pouvoir estimer si les gens ont vécu une NDE ou pas. Donc c'est pas très compliqué, il y a 16 questions. Quelquefois avec des réponses et puis un certain nombre de points associés de 0 à 2 pour toutes les réponses. Donc je vais effectivement vous lire les questions très rapidement. La première, le temps vous semble-t-il s'écouler plus rapidement? On parle de la période où la personne est censée être partie. Pensiez-vous plus rapidement? Avez-vous revu des scènes de votre passé? Vous a-t-il semblé tout comprendre? Avez-vous ressenti un sentiment de paix ou était-ce plaisant? Avez-vous ressenti un sentiment de joie? Avez-vous ressenti un sentiment d'harmonie ou d'unité avec l'univers? Vous êtes-vous senti entouré ou avez-vous vu une lumière brillante? Vos sens étaient-ils plus vifs qu'habituellement? Vous a-t-il semblé être conscient d'événements se produisant ailleurs, comme par une perception extrasensorielle? Avez-vous vu des scènes qui vous semblaient être du futur? Est-ce que vous vous êtes senti séparé de votre corps physique? Avez-vous eu l'impression de pénétrer dans d'autres mondes surnaturels? Avez-vous eu l'impression de rencontrer une présence mystique ou un être mystique? Avez-vous vu des esprits de personnes décédées ou de personnages religieux? Et enfin, avez-vous eu l'impression d'arriver à une frontière ou un point de non-retour? Et donc à partir de là,
on arrive à déterminer quel est le degré d'avancement de la personne dans ce phénomène qui est pour l'instant un phénomène assimilé à un phénomène de décorporation en fait, c'est-à-dire de sortie du corps, effectivement, et ça permet effectivement d'avoir des nuances et de montrer que quand on répond à toutes ces questions et que on répond oui à la grande majorité de ces questions, effectivement on a vécu une NDE, quoi. Oui. Donc voilà, c'est bien ce questionnaire parce que les gens qui se poseraient la question, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Alors sur 16, si on a par exemple 9 sur 16, ça donne quoi ? Ça veut dire que déjà on a pu faire une partie du chemin. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, on a arrêté un certain nombre d'étapes dans une NDE. On les connaît en gros. Je veux dire, c'est l'étape, c'est déjà l'enclenchement du processus de mort, que ça soit naturel, que ça soit en médical, que ça soit n'importe où. Ensuite, on a effectivement ce qui est assimilé à la sortie du corps. Oui, il y a plusieurs. Oui, voilà. Alors là, il y a plusieurs manières de le vivre aussi. Après, il y a effectivement ce qu'on peut considérer comme l'ouverture de la conscience, c'est-à-dire que brusquement, on prend conscience de quelque chose d'autre, et du fait qu'on n'est plus dans son corps. Après, on a effectivement cette fameuse avancée dans le tunnel, avec cette lumière au bout, et on est attiré ou pas. On peut arriver dans le tunnel, dans la lumière directement. Tout à fait, exactement. Après, il y a effectivement ce dont parlent beaucoup de personnes qui vivent ce phénomène-là, la rencontre de certaines entités. Alors les entités, c'est quoi ? C'est effectivement des entités. Alors ça, on est dans la spiritualité, on n'est plus dans la matière. Donc effectivement, on est dans de l'énergie. On est dans de l'énergie. C'est pas quelque chose qui ressemble forcément au corps qu'on peut avoir nous, même si dans certains cas, pour qu'on puisse les percevoir nous, ils peuvent prendre la forme de Voilà. Par exemple, c'est ce qui fait que certaines personnes vont avoir la sensation de rencontrer des personnes décédées qu'elles connaissent, des personnes de leur famille qui sont censées les accueillir à ce moment-là. Qui leur parlent par télépathie, parce qu'il n'y a pas besoin de parler avec des mots. Donc ensuite, on a effectivement ce qu'on peut appeler le contact avec la lumière. C'est-à-dire, et là, c'est un moment fondamental, puisque effectivement, on pénètre dans cet univers-là, qui est un univers infini. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de limite, tout est vibratoire, et il y a effectivement des flux d'énergie comme ça qui sont changeants sans arrêt. Il y a des lumières qui changent sans arrêt, et puis on a effectivement des entités aussi qui peuvent apparaître et qui sont des masses énergétiques. Et puis ensuite, on a à partir de là, avec les entités en question, quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle un panorama de la vie, en fait, c'est-à-dire cette espèce de bilan. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ? Est-ce que ça correspond à ce que vous aviez envie de faire ? Est-ce que vous avez la sensation d'avoir fait tout ce que voilà ? Est-ce que toutes les choses ont été positives ? Est-ce qu'il y a eu des choses vraiment négatives ou pas ? Et puis au terme de ça, souvent la personne est tellement bien dans cet univers-là qu'elle souhaite souvent y rester, parce que tout est beaucoup plus simple. Il y a plus de matière, il y a plus de corps, on n'est que du vibratoire. Et puis là, brusquement, on se trouve confronté à quelque chose qui ressemble à pas un mur, à une frontière, mais brusquement, on fait comprendre à la personne que ce qu'elle a vécu là, c'est une expérience pour comprendre où elle en était dans sa vie terrestre, et qu'il reste des choses à faire. Qui reste à la fois, ça lui fait comprendre qu'il y a un autre univers, qu'elle n'est pas toute seule parce qu'il y a des entités autour, et que néanmoins, si elle est incarnée, c'est qu'il y a des choses à faire sur la Terre, qu'il y a des choses à faire. C'est-à-dire qu'à la fois, elle prend conscience à ce moment-là qu'elle a une dimension qui n'est pas terrestre, et ça, c'est la perception de l'âme. Ça, c'est que si on a fait tout le processus jusqu'à la fin, parce qu'il y a aussi... Tout le monde ne le fait pas. Il y a aussi tous ceux à qui ça arrive et qui savent pas ce qui leur arrive et qui mettent des années avant de savoir ce qui se passe. C'est le cas, vous avez des choses aussi dans votre livre où il y a des expériences d'enfants. Ils racontent après, mais ils savent absolument pas ce qui s'est passé. C'est pas pour autant qu'ils ont changé. Ils ont pas fait un panorama de vie. Ils n'ont pas forcément vu des défunts qui arrivent. Ils ont juste été baignés dans la lumière. Donc, dans votre livre, il y a un peu de tout. On va faire la deuxième pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Merci. Bernard Baudouin. Alors, Grand corps malade, j'ai pas les mots, c'est une musique sublime et c'est un super texte
Dernière partie de cet au-delà du miroir où nous parlons, comme c'est souvent le cas dans cette émission, de l'expérience de mort imminente, connexion avec une autre dimension de l'existence avec Bernard Baudouin. Il est question de miroir dans votre livre, puisque finalement, le fait on pourrait penser quelque part que c'est de la schizophrénie, puisqu'on pourrait penser que c'est un dédoublement et que, mais c'est pas comme se regarder dans un miroir, parce que quand on se regarde dans un miroir, on se voit en face, tandis que quand il y a une incorporation, c'est pas vraiment la même chose. C'est pas la même chose, c'est une autre, on voit une autre part de soi-même. Je veux dire, c'est pas un miroir. On est deux. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'un côté la vie et d'un côté la mort. Tout ça, c'est la même chose. Simplement, on passe par des phases transitoires qui sont des phases successives. Et ça pose la question. Moi, je pose souvent la question. On pose la question de qu'est-ce qui se passe après la mort. Mais il faudrait peut-être aussi à un moment donné se poser la question de qu'est-ce qui se passe avant la naissance, quoi. Je veux dire, tout ça c'est un long fleuve tranquille. On passe par des phases différentes. C'est un peu comme si vous aviez une suite de pointillés, et les pointillés visibles sont les incarnations, et les pointillés et les espaces où il se passe rien entre les pointillés sont les moments qu'on passe de l'autre côté. Et là, ce qui est intéressant dans les expériences de mort imminente, c'est que elles ont un sens sur la vie. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui a un rapport avec la mort, c'est quelque chose qui est un message par rapport à la vie et par rapport à la manière de concevoir la vie. Oui, donc c'est intéressant vous avez tout un côté dans votre livre où vous parlez de la psychologie, de la psychiatrie, de la neurologie, comment il voit ces phénomènes, puisque c'est des phénomènes. Faut aussi dire que c'est pas une résurrection, c'est une renaissance. Les gens changent. Oui, parce que les gens sont pas morts. Ils sont pas morts. Mais on peut se poser la question pour Alexis Ambre, à quel moment on va définir la mort? Parce que elle est restée quand même 12 heures à refroidir avant d'être mise dans une chambre froide. Donc à quel moment on va définir la mort? On a fait récemment des découvertes dans la science au niveau du cerveau. Et on s'est rendu compte que normalement, on avait dans l'idée que le cerveau sans oxygène et sans glucose pouvait pas vivre. Eh ben, c'est pas le cas. Parce qu'on a découvert que un cerveau qui était censé être en arrêt complet, qui ne recevait plus d'oxygène et qui ne recevait plus de glucose, il y avait quand même de la conscience. C'est-à-dire que la personne qui revenait en un état normal après pouvait raconter des choses qui s'étaient passées après cet état-là, après ce stade-là. Et donc du coup, ça veut dire qu'il y a bien des phénomènes qui nous échappent encore aujourd'hui, même avec la science toute pointue qu'on peut avoir, et qu'on est simplement à l'aube de quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si effectivement on prenait enfin conscience de la véritable dimension de l'individu. Et la dimension de l'individu, très longtemps, on a considéré qu'un individu, c'était ce qu'on voyait, c'était le corps, c'était ce qu'il disait, c'était ce qu'il pensait. Maintenant qu'on sait que nos sens sont très limités, maintenant qu'on sait qu'il y a autre chose après ce pseudo-arrêt corporel, et même après l'arrêt total corporel, puisqu'on a des contacts avec les décédés. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose. Je veux dire, à un moment donné, et la science l'atteste, ça. Oui, mais ça pourrait être le fait qu'on a envie de les voir, puisqu'on crée notre réalité. Mais voilà, comment interpréter les expériences de mort imminente que font des enfants âgés seulement de 6 mois lorsque parvenus à 3 ou 4 ans et maîtrisant enfin le langage, ils font des récits en tout point semblables à ceux des adultes. Il y en a un beau récit dans votre livre. Et quel sens donner au fait que toute NDE se produit à un moment où le cerveau est censé souffrir et voir ses capacités diminuer, que ce soit un accident cardiaque, une intoxication, une noyade ou sous anesthésie, alors que justement la conscience, la pensée, la mémoire du sujet sont étonnamment claires et affinées, voire même décuplées. Donc voilà, on peut se poser la question, c'est sûr que c'est ce que dit Pim van Donmel, la conscience elle n'est pas dans le cerveau, elle est bien ailleurs. Oui, tout à fait. Et on parle de la mémoire. Au niveau de la mémoire aussi, maintenant, il y a des thèses, effectivement, sur lesquelles une partie de notre mémoire serait stockée à l'extérieur. Sur un autre disque dur. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, vous savez ce que dit la de la physique quantique aujourd'hui. Elle dit simplement que notre perception du monde, c'est pas forcément ce qu'on voit immédiatement dans la matière. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers, c'est un champ avec plein d'informations, en fait, et qu'on prend en permanence des informations pour créer notre monde, et ça change en permanence aussi.
C'est-à-dire que de la même manière que vibratoirement, nous on change en permanence parce qu'on n'est que des vibrations, on n'est que de l'énergie, et ben notre perception du monde, elle change aussi en permanence. Oui, alors, donc vous dites la fusion avec la lumière l'emporte sur la diffusion du corps physique, comme si le fait de défusionner le corps physique, il y avait une espèce d'éclatement de particules qui nous amènerait vers la lumière. C'est moi qui rajoute ça, mais c'est parce que ça me vient à l'instant, comme si le fait de quitter le physique, peut-être on fusionnait avec la lumière. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, je veux dire aussi quelque part à un moment donné, effectivement, là on sort un petit peu du sujet parce qu'on va plus loin que la NDE, je veux dire on franchit carrément un autre niveau, puis on entre dans l'univers spirituel. Il faut bien comprendre que notre corps physique, qui est considéré, que l'on considère aujourd'hui comme la chose la plus importante dans notre vie, quelque part, je veux dire, bon, puisque c'est le support de notre vie, tous nos sens. Mais on veut pas mourir. Voilà, tout à fait. Il faut bien comprendre que ça n'est que la part visible, temporaire et destructible de notre existence, de ce que l'on est nous, de ce qu'on est nous en tant qu'entité. On est une entité énergétique, on est une entité vibratoire qui de toute façon utilise à imprégner, est entré dans ce corps physique qui finalement, comme disent les bouddhistes, est un véhicule. Ou comme disent certaines autres approches spirituelles qui disent que ce n'est qu'un vêtement que l'on quitte quand il est usé. Avant éventuellement de décider à un autre moment d'en prendre un autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette histoire de lumière, on a toujours tendance à dire que on va vers la lumière ou on reçoit la lumière, mais la lumière, elle est là tout le temps. Elle est là tout le temps. De la même manière que votre âme, elle est là tout le temps, que vous soyez d'un côté ou que vous soyez de l'autre côté de ce passage qui est considéré comme la fin de vie physique. Vous êtes toujours la même chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on va vers une autre définition de l'humain, une autre définition de la vie qui englobe la mort non pas comme une fin, mais simplement comme une étape. Et comme une 5e dimension, peut-être qu'on va vers une autre planète. Mais de toute façon, c'est ce qu'on nous dit dans les canalisations. On dit que nous sommes dans le monde dans lequel on voit que l'on voit nous tous les jours, on est dans la 3e dimension, mais où ça devient intéressant, c'est la 4e, la 5e et la 6e dimension. Et là, on entre dans la 4e quand on est entre les deux et la 5e quand on. C'est un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe que ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est bloqué dans un univers de matière. Pour pouvoir accéder à d'autres dimensions, il faut effectivement changer de taux vibratoire, passer à d'autres fréquences, et là, effectivement, et s'ouvrir et mettre de côté tout ce qui concerne la matière. Alors, il y a aussi des gens qui reviennent avec des messages de là-haut, puisqu'il y a une femme dans les expériences qui dit qu'elle a vu la planète, elle a vu que les guerres, les épidémies, les catastrophes, enfin toutes les cochonneries qui font des morts, c'est un peu pour réguler un peu le nombre d'humains sur Terre. Ça fait un peu froid, ça. Oui, ouais. Bon, c'est une perception. Alors ça, c'est il y a des perceptions, il y a des interprétations, il y a des choses que l'on vit, des choses que l'on perçoit, et puis après, on va les exprimer avec notre langage, avec notre culture, avec tout ça, avec la manière. Voilà, vous allez avoir quelqu'un qui va être, par exemple, très croyant dans un courant monothéiste. Bon, il va vivre une expérience comme ça, il va la décrire avec sa culture religieuse à lui. Oui, il va pas parler de lumière, il va pas parler d'énergie, il va parler de Dieu. Oui, mais on va encore créer d'autres mondes à notre image ailleurs. Donc voilà, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est pas de créer. Il faut oublier effectivement. Il faut oublier ça. Si, parce qu'elle voit des choses. Donc oui, non, mais elle voit des choses, elle perçoit des choses. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas peut-être la culture pour effectivement laisser de côté l'intellect, laisser de côté l'ego, et effectivement se laisser porter par ce flux-là, qui là va lui révéler plein de choses qui n'ont rien à voir avec ça. Alors Bernard Baudouin, donc il y a ce livre aux éditions Grancher, puis tout un tas de, vous tapez Bernard Baudouin, écrivain. Celui-là s'appelle l'EMI, L''EMI, expérience de mort imminente. Vous en avez tout un tas d'autres livres. Donc, si on fait Bernard Baudouin, on va tomber sur votre site d'écrivain, mais vous avez 2 autres sites dont vous allez nous parler avant la fin de l'émission. Oui, tout à fait. Alors bon, j'ai effectivement un site www.bernardbaudouin.com où effectivement sont référencés pas la plupart les ouvrages en langue française et en autre langage. Et puis il y a un autre ouvrage. Bon, il se trouve que depuis quelques années, j'accompagne aussi des gens qui veulent écrire, parce que ce dont on parlait là, il y a beaucoup de gens qui ont besoin effectivement d'avoir un devoir de mémoire par rapport à tout ça. On sait par exemple sur les NDE qu'il y a plein de gens qui ont mis très très longtemps à parler de ça parce que c'était un problème
au niveau de la famille ou au niveau de la société où ils n'arrivaient pas à sortir ça. Donc il y a plein de manières d'accompagner ça. Et puis j'ai enfin un autre site qui s'appelle www.sentier au pluriel d'éveil.com où là effectivement je travaille sur la quête de sens pour essayer d'aider les gens à trouver le sens de leur trajectoire et à comprendre effectivement ce qu'ils font là. Et ce que c'est que cette histoire de fin de vie, de début de vie, de continuité de vie, et où là, effectivement, on peut aller par des stages, par des retraites, aller plus loin dans la compréhension de ce qu'on est véritablement, ce qui change la vie de tous les jours. Ouais, et ce qui change la mort, parce qu'en vous écoutant, là, je me dis, mais ceux qui moi, j'ai accompagné des personnes de ma famille qui ne croyaient en rien, et c'est pour ça que je disais, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais après tout, s'ils ont pas envie de rejouer la partie, c'est leur problème. Donc, ça n'empêchera pas, on a peut-être le libre arbitre aussi après pour... Mais vous avez le libre arbitre, et peut-être qu'un jour on parlera effectivement des âmes et du choix de cette trajectoire. Non, mais je pense que l'intérêt qu'il y a suffisamment de gens qui aient vécu ce genre d'expérience, c'est que ça peut donner la proposition à ceux qui n'ont rien vécu de se poser la question. Après, ceux qui nous écoutent, là, vous y croyez pas, vous avez envie d'y aller, vous avez pas envie d'y aller, mais au moins vous savez que c'est possible. Alors que avant, on enterrait les gens et puis voilà. Et moi je dis aux gens toujours, avant de porter un jugement définitif, informez-vous. Aujourd'hui, sur les NDE, il y a des centaines d'études qui sont faites, il y a des protocoles. Je vais vous donner un exemple sur la méditation. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la méditation et le cerveau il y a peu de temps. En 79, il n'y avait pas une étude. L'année dernière, il y a eu 300 études scientifiques qui sont parues sur la méditation, les effets sur le cerveau et la santé. Donc, on progresse. Mais là, sur les états modifiés de conscience, je sais pas si l'hôpital de Sarlat, en Dordogne, fait toujours des études pilotes avec le docteur Postels. Tout à fait, oui, bien sûr. À la fin de votre livre. En ce qui consiste, l'Institut Noésie en Suisse, c'était l'émission, je crois, de la semaine dernière. Donc voilà, posez-vous. Enfin, je pense que ceux qui écoutent cette émission, de toute façon, déjà, ils sont assez en recherche. Mais pour les autres, ça leur donne la possibilité de savoir que peut-être ça s'arrête pas là. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? Je serais tenté de dire, c'est pas peut-être, c'est certainement. Oui, il y a trop de témoins et c'est accessible à tout le monde. Après, c'est de rencontrer les bonnes personnes, d'être accompagné et véritablement, on peut aller vers ça. Il y a des gens maintenant qui accompagnent ça à différents niveaux, à différents stades, et c'est tout à fait possible de prendre conscience véritablement de ce qu'on est dans les différentes dimensions. Alors moi je dirais pas comme vous, c'est pas parce qu'on en a fait une ou qu'on en fera encore une autre après, ça j'en sais rien, mais je sais pas si on peut accompagner, je sais pas d'où ça vient, pourquoi il y en a qui en font et d'autres qui n'en font pas. Moi c'était vraiment la grande question du livre, hein. Mais la question, c'est, je parlais pas d'accompagner par rapport à la NDE, par rapport à ce qu'on est véritablement, par rapport à l'entité qu'on est véritablement, cette entité qui va vivre une NDE et qui après peut-être vit autre chose. Oui, et puis bon, relisez le livre des morts tibétains ou égyptiens, vous verrez, tout est écrit dedans. C'est déjà tout écrit dedans, comment faire le passage et comment se libérer. C'est assez étonnant, voilà. Donc, bonne semaine à vous. Il n'y a pas une phrase sympa pour juste terminer l'émission? Soyez vous-même, écoutez votre instinct et les choses vont se déployer sans problème. Oh, allez, on retombe sur la phrase de Sainte Thérèse d'Avila, qui était si belle. Elle a quitté sa tunique de peau pour un habit de lumière. Merci beaucoup, Bernard Baudouin. Merci à vous. Merci à vous. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore.